Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia et elle est financée par de, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Si vous nous regardez en replay, sachez que vous pouvez vous inscrire à nos visioconférences en allant sur le site movadom.eventbrite.com et vous pourrez, à la fin de l'enregistrement, poser des questions, chose que vous ne voyez pas dans le replay. La thématique d'aujourd'hui, vieillir ensemble, c'est parfait pour une Saint-Valentin. Quels enjeux? Je suis donc Pascal, je suis là pour vous accueillir et répondre à vos questions dans la barre de conversation. Vous pouvez les poser dans la barre de conversation et j'interpellerai Isabelle pour pouvoir y répondre. Sinon, on ouvrira les micros à la fin de l'enregistrement et vous pourrez poser toutes vos questions. Isabelle, je te laisse te présenter, prendre le contrôle des diapositives pour dérouler ta présentation. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Isabelle Palassin, je suis psychanalyste et thérapeute de couple. Donc, ce matin, nous allons parler ensemble de vieillir, quels enjeux. Donc, c'est vrai que, effectivement, comme l'a dit Pascal, nous sommes le jour de la Saint-Valentin, donc cette thématique, donc quand même très bien. Oui, parce que en fait, à l'heure où presque un couple sur deux divorce, les couples qui arrivent ensemble à la retraite ou à l'âge avancé sont ceux qui, la plupart du temps, ont déjà traversé des épreuves, des crises, et puis les ont surmontées ensemble surtout. Donc c'est vrai que quand on dit vieillir ensemble, quels enjeux, c'est au fond savoir traverser ces crises. Et on va voir que d'autres difficultés que celles qu'on a traversées jeunes peuvent se profiler avec l'avancée en âge. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le vieillissement, on va le voir, que chacun doit affronter pour lui-même, le départ à la retraite, la maladie, etc. Ce sont des difficultés qui affectent chacun dans son intimité et donc rebattent les cartes de la relation. Ainsi, en 2022, 15 000 couples se sont séparés après plus de 35 ans de vie commune. Donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu en fait que de vieillir en couple. Mais cependant, pour être un peu optimiste, eh bien, on a une autre statistique qui dit que 58% des couples sont ensemble depuis plus de 40 ans. C'est une situation très majoritaire chez les 80 ans et plus, qui sont 83% à être un vieux couple, entre guillemets. Et parmi ces personnes âgées en couple, on va dire, les plus de 60 ans, 65 ans, eh bien, une étude des petits frères des pauvres, sur laquelle je reviendrai plus tard, montrait que 94% des personnes âgées déclarent être amoureux de leur conjoint et 65% se disent tout à fait amoureux. Donc, c'est vrai que quand on est un vieux couple, contrairement à certaines idées reçues, surtout qui circulent surtout chez les jeunes, eh bien, en fait, on peut être encore amoureux tout au long de sa vie et jusqu'au bout de la vie. Mais cela étant, nous allons voir quelles crises peuvent menacer le couple senior et quelles sont les pistes pour les surmonter. Alors, d'abord, vieillir ensemble, c'est faire face chacun à son propre vieillissement. C'est-à-dire que se voir vieillir, c'est pas si facile. D'ailleurs, il y a un décalage entre l'âge objectif, l'âge qu'on a réellement, et l'âge subjectif, l'âge qu'on a dans la tête. C'est celui dans lequel on se sent en fait. Et ce décalage a été mesuré sur une tranche d'âge de 55-65 ans. Et on s'est aperçu, lors de ces études qui ont été menées par des spécialistes en marketing d'ailleurs, que ce décalage était en moyenne de 10 à 15 ans. Ça veut dire que quand on a 65 ans, en fait, dans sa tête, eh ben, c'est pas rare qu'on en ait que 50. Mais parfois, on peut se penser aussi plus jeune, c'est-à-dire on a encore l'impression d'avoir 30 ans. Alors ça c'est ce décalage-là, ce gap peut être problématique parce que en même temps, c'est pas le reflet que nous renvoie le miroir. Donc il va falloir gérer et finalement apprivoiser cette différence entre l'âge dans lequel on se sent et puis l'âge qu'on perçoit dans le miroir et donc dont on sait qu'on le renvoie aux autres aussi. C'est-à-dire on sait que finalement les autres nous voient avec ses rides, avec ce corps qui a peut-être changé, avec ses fragilités, avec ses douleurs, etc.
Et cette différence, en fait, pardon, peut provoquer une véritable blessure narcissique. C'est-à-dire que ça peut atteindre l'image de soi. Cette façon dont on imagine que les autres nous voient parce qu'on vieillit. Et pour certains, c'est difficile de s'accepter, difficile d'assumer ses rides, difficile d'assumer son corps vieillissant. Et si c'est difficile, cela peut conduire à un certain nombre finalement d'attitudes dans le couple. C'est-à-dire on peut, par exemple, on y reviendra, mais se replier sur soi, on peut ne plus avoir envie que l'autre nous voit tel qu'on est, etc. Donc on peut se cacher, on n'a plus envie de se montrer nu ou un peu déshabillé, etc. Donc, ce sont des problèmes qui peuvent effectivement affecter le couple. Et on verra comment, effectivement, l'attitude de l'autre, l'attitude qu'on peut avoir l'un envers l'autre peut modifier cette problématique. Alors, évidemment, c'est une crise à traverser. C'est-à-dire que c'est comme à l'adolescence. À l'adolescence, on a le corps qui change, les hormones, etc. Et puis, du coup, on traverse une véritable crise identitaire. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Alors, on parlait auparavant, hein, surtout les anglo-saxons parlaient de la crise de milieu de vie, qu'on a longtemps située aux alentours de 45-55 ans. Cela étant, avec l'espérance de vie, ça se décale un petit peu. C'est-à-dire que, en fait, c'est le moment où on se dit, finalement, voilà tout ce qui me reste, voilà tout ce que j'ai vécu, et puis voilà tout ce qui me reste à vivre. Et c'est vrai que c'est souvent là qu'on prend conscience de son propre vieillissement, et on voit aussi tout ce qui reste à parcourir, et à parcourir évidemment avec l'autre si on est en couple. Et c'est là que peuvent surgir des crises, parce qu'effectivement, si le nombre de divorces explose, a tendance à exploser, parce qu'effectivement, il est en train de doubler chez les plus de 50 ans, eh bien, cette crise de milieu de vie n'est pas pour rien. Parce que cette prise de conscience du temps qui passe et du temps qui reste, en fait, hein, amène à se poser la question, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, là, je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? Qu'est-ce que j'ai envie de changer à ma vie? Et à ce moment-là, peut se poser effectivement la question de remettre en cause le couple et réinterroger d'ailleurs son propre pouvoir de séduction. C'est-à-dire que c'est dans ce moment-là aussi qu'on peut assister à peuvent survenir des infidélités qui ne sont pas forcément contre le conjoint, mais qui sont quelque chose pour soi-même, en fait. C'est-à-dire que les infidélités à ce moment-là, ça peut être uniquement pour essayer de un peu rejouer et se voir réexpérimenter son pouvoir de séduction. Et alors, si c'est ça, ce sont des infidélités qui vont être ponctuelles, qui vont pas forcément remettre en cause le couple d'ailleurs, parce que moi j'avais une patiente qui adorait son conjoint, son compagnon, qui était bien en couple, etc., qui ne souhaitait pas divorcer, mais qui pour autant, en fait, à 50 ans, a eu un amant. Et ça a été pour elle, au fond, un moment oui, de se re-narcissiser, on va dire. C'est-à-dire que ça lui a permis de voir qu'elle était encore séduisante dans les yeux de quelqu'un. Et voilà. Et elle, bon, évidemment, elle n'en a pas parlé à son conjoint, qui, lui, trouvait que finalement, elle allait beaucoup mieux qu'auparavant. Donc, c'est vrai que ces petites infidélités, bon, quand elles ne remettent pas en cause le couple, hein, parce que évidemment que c'est une autre histoire lorsque on va vers quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas bien dans son couple. Évidemment que là, c'est une vraie crise de couple et ça remet en cause toute la vie. Ça conduit souvent à des divorces, etc. Mais là, ces infidélités dont je parle, qui sont des infidélités en fait pour se rassurer en quelque sorte, finalement, ça peut être même une façon, alors évidemment, tout le monde va sauter au plafond, mais ça peut être un moyen de rebooster le couple. C'est-à-dire qu'au fond, on va expérimenter ailleurs, on va se renarcissiser
et finalement, on va revenir dans le couple, reboosté, avec une meilleure confiance en soi, en étant du coup moins en attente de son partenaire, de son conjoint ou de sa conjointe, et donc finalement, la relation va être plus légère. Voilà. Mais évidemment que c'est pas, c'est pas un conseil, hein. C'est-à-dire, c'est pas le conseil n'est pas: «Allez, prendre un amant à 50 ans», mais bon, voilà, c'est vrai que c'est juste pour dire que ça peut arriver à ce moment-là, que ça peut être une crise de couple si on le dit, effectivement, mais que ça ne remet pas forcément le couple en jeu, et ça peut être une façon de recommencer quelque chose à 2, après avoir traversé cette tempête, on va dire. Heu, la crise, cette crise de milieu de vie, ça peut être aussi le moment où on s'accroche, en fait, à des signes extérieurs de jeunesse. C'est pas rare, par exemple, de voir, des personnes qui, à la retraite, se remettent à la moto, par exemple, refont de la guitare électrique, ou se lancent dans des chirurgies esthétiques. C'est-à-dire que là, c'est un moyen, au fond, alors de d'essayer de recommencer, de réattraper quelque chose de sa jeunesse. Ça dure pas forcément très longtemps d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est comme un moment de panique qui fait que on se raccroche en fait à des éléments de sa propre jeunesse pour se dire: «Ah mais non, mais je ne suis pas si vieux que ça», et voilà, et de pouvoir continuer à vivre et à se projeter. Heu, Évidemment que pardon, ce, ce moment-là, bon, c'est un moment qui va pas durer très longtemps, et là aussi, il faut pouvoir le traverser ensemble parce qu'on n'est pas forcément au même rythme, dans ces moments-là, et dans le couple, il va falloir que, celui qui est à côté, finalement regarde cette crise, ce passage en fait, comme quelque chose qui ne l'impacte, enfin qui ne lui est pas forcément destiné. C'est-à-dire que même si les rythmes ne sont pas les mêmes, si l'un traverse une crise et pas l'autre, par exemple, eh bien, c'est vrai que l'indulgence peut être, va être un facteur qui va aider à traverser cette crise-là. C'est vrai que si son conjoint ou sa conjointe, d'un seul coup, se met à à retomber en jeunesse, on pourrait dire, eh bien, finalement, critiquer, se moquer, et cetera, c'est quelque chose qui va être assez violent. Mieux vaut, laisser passer la crise, laisser passer le moment, et cetera, et se dire que, finalement, nous, en psychanalyse, enfin, voilà, on parle des pulsions de vie et des pulsions de mort, hein, Eros et Thanatos, et c'est vrai qu'au moment où on prend conscience de son vieillissement, c'est aussi où on prend conscience de sa finitude, hein. Je disais tout à l'heure, le temps qu'on a passé, le temps qui reste à vivre, et c'est vrai que face à ça, face à cette échéance dont on prend plus ou moins conscience, eh bien, les pulsions de vie vont être remobilisées, et c'est ce que j'essayais de montrer à travers cette question de la séduction, et à travers aussi cette question de se réapproprier quelque chose de sa jeunesse. Mais ça peut être aussi se découvrir une nouvelle passion, se découvrir, je ne sais pas, une envie d'écriture, une envie de peinture, une envie de voyage, et cetera. C'est-à-dire se remobiliser autour de quelque chose qui va nous faire nous sentir vivants. En fait, c'est ça un petit peu l'enjeu. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, même en cours de route. On n'est pas très, très nombreux, je crois. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions ou apporter un témoignage si ce que je vous dis vous fait penser à quelque chose que vous auriez traversé, voilà, ou autre. Quelque chose qui vous interroge. Alors, moi, je vais intervenir. J'ai un grand-oncle et une grande-tante, Mmh. c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand ils sont arrivés à la retraite, elle s'est acheté un piano et lui, il s'est Mmh. acheté une moto. Ah voilà. Ils ont trouvé leur centre d'intérêt. Mmh mh. Voilà.
Et c'est vrai que probablement aussi, ça devait être soit des passions qu'ils avaient eues jeunes, soit des envies qu'ils avaient eues jeunes et qu'ils n'avaient pas réussi Des envies, je à, pense, oui. à assouvir. Alors, là, on a vu ce qui se passait quand dans l'image que l'on a de soi-même au moment du vieillissement. Mais c'est aussi, la question, c'est aussi vieillir dans le regard de l'autre. Parce que dans cette crise narcissique, le regard de l'autre peut être un précieux soutien, en fait. Parce que c'est l'autre qui rassure, qui nous aide à surmonter nos doutes. Et c'est parce que aussi celui ou celle qui partage notre vie ne change pas dans son attitude par rapport à nous. C'est-à-dire que continue à être attentive, continue à nous aimer, continue à montrer qu'il est là pour, ou elle est là pour nous, que il va y avoir une espèce de permanence qui va permettre de se rassurer en fait. Et en la matière, c'est vrai que la réciprocité est importante. C'est-à-dire que il ne s'agit pas juste d'attendre tout de l'autre, de dire moi, il faut qu'on me dise que l'autre, il faut que l'autre me dise qu'il m'aime, faut que l'autre me montre qu'il m'aime, etc. Mais il faut aussi que ça soit dans l'autre sens, parce que ça peut user aussi, que les choses se passent toujours dans un sens et jamais dans la réciprocité. Donc ça, cette réciprocité, elle est très importante. Et importante aussi, c'est la capacité de dire ses émotions. Parce que quand on se sent mal avec soi-même, on a tendance à se replier, voire même à être un peu plus agressif ou agressive avec l'autre qui ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà, d'un seul coup, on se met à être plus irritable parce qu'en fait, on est un peu déprimé, etc. Et, il faut envoyer, il faut savoir envoyer des signaux, en fait, dire, voilà, en ce moment, moi, voilà ce que je traverse, je me sens pas très bien, j'ai l'impression d'être vieille ou d'être vieux, d'être moche, etc. Donc, je suis pas de bonne humeur, etc. Parce que être au clair avec ses propres émotions, ses ressentis, et pouvoir les communiquer à l'autre, c'est comme lui donner une boussole aussi pour s'y retrouver dans la relation. Et c'est pas si facile que ça de s'y retrouver dans la relation parce que on a toujours cette question, se dire finalement pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi, et se dire c'est de ma faute en fait. Quand l'autre ne va pas très bien ou quand l'autre est de mauvaise humeur, agressif, etc. Et donc, pouvoir dire, tu sais, excuse-moi, en ce moment, je ne suis pas bien, ça permet justement de déculpabiliser la personne avec qui on partage sa vie et que, voilà, elle puisse se dire, bon, c'est pas moi qui suis en cause et puis je vais peut-être pouvoir aider avec mon attitude à ce que l'autre passe ce passage à vide mieux. Voilà. Et puis, de même, alors ça, c'est important aussi de dire ses émotions, mais c'est important de dire aussi à l'autre qu'on l'aime, c'est-à-dire les petites attentions. Hein. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc un petit bouquet de fleurs, une petite sortie au resto, voilà, quelque chose pour rappeler en fait à l'autre et pour se rappeler ensemble que le couple que l'on forme est important et qu'il est important pour chacun des deux. Et ça, c'est vraiment important. C'est une façon de cultiver le lien, de pouvoir se dire, alors c'est pas toutes les 5 minutes se dire je t'aime, parce que ça, au bout d'un moment, ça sert à rien. Si c'est trop souvent répété et un peu comme ça, sans que ça soit vraiment une parole habitée, bon, c'est un peu. C'est un peu une fake news, on va dire. Mais en revanche, vraiment à certains moments, pouvoir dire à l'autre qu'il est important pour nous, qu'on tient à lui ou à elle, etc., eh bien, c'est vraiment quelque chose qui permet de cultiver le rapport qu'on entretient ensemble. Et dans l'étude dont je parlais tout à l'heure des petits frères des pauvres, qui ont consacré donc qui est consacré à la vie intime des seniors, eh bien il était dit que lorsqu'on demandait aux plus de 60 ans ce qui était essentiel dans le couple, ces plus de 60 ans répondaient à 51%, donc là c'est dans l'ordre, hein, être complice, rire avec son conjoint ou sa conjointe et se confier l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces trois propositions, là, ces trois items, être complice, rire avec son conjoint,
se confier à l'un ou l'un à l'autre, c'est vraiment ce qui permet de se sentir en sécurité et en confiance avec l'autre. Et là, c'est vrai qu'on revient un peu sur cette question de l'attachement, hein, qui est une théorie qui est en fait en vogue depuis quelques années. C'est vrai qu'on a besoin tout au long de la vie, depuis le début de la vie, mais jusqu'au bout, de figures d'attachement. Et c'est vrai que le conjoint, quand on est enfant, bien sûr, c'est l'environnement, ce sont les parents, etc. Mais quand on vieillit, quand on est depuis longtemps en couple, eh bien, le conjoint ou la conjointe, celui qui partage notre vie, c'est une figure d'attachement. Et donc, cette figure d'attachement, c'est celle qui apporte justement cette confiance, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer quand on est en détresse. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté de la sexualité. Parce que, évidemment, même si on voit dans l'étude, hein, on vient de le voir, que dans l'étude des petits frères des pauvres, finalement, la sexualité n'apparaît pas dans le trio de tête de ce qui est important et essentiel dans le couple, eh bien quand même, évidemment que c'est une partie qui est quand même importante, puisqu'elle est quand même considérée, les relations intimes sont considérées comme essentielles pour 25% des personnes interrogées, donc des personnes de plus de 65 ans, et importantes pour 47%. Donc ça fait quand même un total de 73%. Et dans la même étude, 71% des personnes âgées disaient qu'un corps qui vieillit peut bien sûr rester désirable. Et 41% des 80 ans et plus se trouvent encore séduisants. Donc voilà, jusqu'au bout, en fait, on peut évidemment avoir une sexualité, avoir de l'envie, avoir du désir, et c'est aussi ce qui rend vivant, c'est aussi ce qui permet de trouver que la vie est belle et de cultiver une certaine joie de vivre. Mais ça veut dire que, en fait, il faut à ce moment-là accepter ses propres défaillances et celles de l'autre. Parce qu'à partir de 50 ans, il y a la ménopause pour les femmes, et puis il y a l'andropause pour les hommes. En fait, dans les deux cas, il s'agit en fait de baisse hormonale, de déficit hormonal qui va conduire à des difficultés en fait d'ordre sexuel. C'est-à-dire que pour les femmes, bon, évidemment, on sait bien, hein, la ménopause, la perte des oestrogènes, donc outre les modifications corporelles, hein, modification des graisses corporelles, c'est une chose qu'on retrouve aussi dans l'andropause, eh bien, on va avoir un certain nombre de difficultés au moment de la relation sexuelle. Alors, pour les femmes, eh bien, ça va être un amincissement en fait des tissus qui va entraîner une sécheresse vaginale, donc des rapports qui vont être moins faciles, un peu plus douloureux, il faudra un petit peu plus de temps, etc. Et puis pour les hommes, le manque de testostérone, pas le manque, parce que c'est pas pour les hommes, c'est vraiment un déficit qui va arriver progressivement, qui n'est pas le même pour tous les hommes à âge égal, etc. Mais on va avoir peut-être des érections qui vont être un petit peu plus difficiles, voilà, un petit peu plus difficiles, un peu moins longues, etc. Mais alors, est-ce que c'est une catastrophe pour autant ? Justement, en fait, d'une part, il existe actuellement des médicaments pour pallier en fait toutes ces problématiques. Alors, évidemment qu'il s'agit, hein, on connaît le Viagra, le Cialis pour les hommes, et puis évidemment tout le traitement substitutif hormonal de la ménopause pour les femmes, donc qui peut être juste local voilà, pour pallier les difficultés. Alors, ces traitements, ça va être évidemment important pour contrer les effets de la ménopause et de l'andropause, mais ça va être aussi important pour reprendre confiance en soi. Parce qu'il y a cette angoisse de la performance, en fait, qui touche malheureusement, j'allais dire, souvent les personnes en couple. Et ça, dès le début de la vie sexuelle. C'est-à-dire qu'on voit bien chez les plus jeunes, hein,
combien finalement c'est angoissant de se dire est-ce que je vais bien faire l'amour, est-ce que ma partenaire va être satisfaite, etc. Donc c'est une angoisse qui est déjà là dès les premières relations sexuelles. Mais c'est une angoisse qui peut se réactiver effectivement avec ces difficultés physiologiques. Et finalement, les traitements hormonaux substitutifs, eh bien, ça permet justement, c'est une sorte de béquille médicamenteuse qui permet de reprendre confiance en soi. Et c'est important parce que finalement, au bout d'un moment, on n'en a plus besoin en réalité, ou pas tant que ça. Mais voilà, on se dit que ouf, il y a ça, donc on est tranquille. Et puis, d'autre part, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que finalement, une bonne relation sexuelle, c'est pas seulement une bonne pénétration, en fait. Donc, il y a plein de façons aussi de se faire plaisir en couple. Et c'est aussi à chaque couple de découvrir, au fond, ce qui fait plaisir, sa sexualité, son mode d'être ensemble dans ces moments-là. Et ce qui est important, évidemment, c'est le désir qu'on a pour l'autre. Et ce désir, en fait, il ne commence pas dans la chambre à coucher. C'est-à-dire, il commence bien avant. C'est vrai que c'est rare, très rare, les couples qui ont une bonne relation sexuelle alors qu'ils ne s'entendent pas dans la vie courante et qu'il n'y a jamais de bisous, il n'y a jamais de mots tendres, il n'y a jamais de petits gestes, etc. Ça existe quand même très rarement. En fait, pour qu'il y ait une bonne relation sexuelle, c'est d'abord un rapport de confiance, c'est d'abord être bien ensemble. Et finalement, c'est aussi être à l'écoute de l'autre. Alors, à l'écoute de l'autre, à condition que l'autre, et là, on arrive sur la bonne communication, dont je parlais tout à l'heure, mais qui finalement doit être dans toutes les parties de la vie ensemble. C'est-à-dire que la bonne communication, ça veut dire aussi être capable de dire ça j'aime pas, ça je préfère comme ci, je préfère comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Et puis pouvoir jouer ensemble. C'est-à-dire que quand dans les trois propositions de tête qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire il y avait le rire ensemble, eh bien ça peut être aussi important de jouer ensemble. C'est-à-dire que la sexualité, c'est aussi c'est un plaisir, donc c'est quelque chose qui est ludique, et donc il faut pouvoir c'est comme un jeu en fait. Il faut pouvoir jouer ensemble autour de ça. Parce que finalement, les hommes et les femmes, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, par exemple, le temps moyen pour un rapport sexuel, pour un homme de tous âges, c'est en moyenne 5,4 minutes, avec des variations de 33 secondes à 44 minutes. Donc, voilà, c'est très large. Et puis, pour les femmes, eh bien, c'est 13 minutes en moyenne. Donc, ça veut dire qu'en fait, les rythmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, pour compenser cette question de rythme, eh bien, il faut se parler, il faut communiquer, il faut prendre du plaisir ensemble et pas forcément voilà, il faut trouver ce qui est satisfaisant pour l'un et pour l'autre. Ensuite, on va passer c'est-à-dire que vieillir ensemble, continuer à former un couple, que le couple perdure tout au long de la vie ou au moins assez longtemps, ça veut dire qu'il faut avoir surmonté des crises et continuer à les surmonter ensemble. C'est vrai que la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie à deux, voilà, ça a des hauts, des bas, des crises. Et d'ailleurs, en fait, le docteur Gerbegovitz, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Baby Clash, dit que finalement, constate plutôt que 20 à 25% des couples se séparent dans les premiers mois après la naissance d'un bébé. Donc ça, c'est la première crise du couple. Voilà. Donc un couple qui a vécu déjà 20, 30, 40 ans ensemble, c'est déjà un couple qui a surmonté cette crise-là, s'ils ont eu des enfants. Donc
Voilà. Mais il y a aussi eu des périodes de chômage, des périodes de maladie, voilà. Et donc, c'est un couple qui a su traverser ces moments-là, alors précisément voilà, en communiquant sûrement, en se parlant et en voyant un petit peu les choses ensemble, en s'épaulant aussi, parce que finalement, dans le couple, ce qui est important aussi, c'est la capacité de s'entraider, c'est la solidarité, c'est important aussi. Eh bien, c'est vrai qu'à 60 ans, qu'est-ce qui peut bien arriver encore devant nous? Qu'est-ce qu'on a comme perspective de risque de crise? Eh bien, d'abord, il y a la retraite. Alors la retraite, on en parle beaucoup en ce moment, hein, voilà. Mais la retraite, c'est bien sûr la perte d'un statut social qui est une composante de l'identité de chacun. Si on ne peut plus dire je suis médecin, soudeur, ébéniste, enseignante, que sais-je. C'est-à-dire maintenant, tout le monde est retraité et il y a une espèce de perte d'identité sociale. Mais ça, finalement, ça peut être plus ou moins bien vécu. Voilà, et c'est pas toujours une perte narcissique. En revanche, ce qui peut poser problème au moment de la retraite dans le couple, c'est que finalement, pendant 40 ans, 45 ans, enfin voilà, toute la durée de la vie professionnelle, on est parti le matin, chacun de son côté. On a vécu des choses chacun de son côté, la plupart du temps, hein, sauf si on a travaillé ensemble, mais c'est quand même pas la plupart des couples. Et puis on revenait le soir et on se racontait des choses. On se racontait ce qui s'était passé dans la journée, les petits potins du bureau, etc. Et puis parfois, il y en a un qui était à la retraite plus tôt aussi, pardon. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, ou de mois ou d'années, suivant les différences d'âge, suivant les annuités, suivant les régimes de retraite, eh bien, il y en a un qui est parti à la retraite plus tôt. Donc, il y en a un qui a investi la maison pendant que l'autre continuait à travailler. Et puis, quand le deuxième arrive à la retraite, on se retrouve d'un seul coup face à face, en vase clos, dans une maison. Alors, les enfants sont partis, etc. Une maison vide, hein, la plupart du temps. Et donc, voilà, il y a une espèce de nudité de la relation, en fait. C'est-à-dire que là, on est vraiment l'un en face de l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'on a à se dire? Et ça, c'est une problématique dont parlent souvent les couples un peu âgés, c'est-à-dire de retrouver finalement une dynamique au moment de la retraite. Et puis se redécouvrir en fait, parce que finalement, bien sûr qu'il y a eu les vacances qui ont ponctué en fait les années où on travaillait, mais au fond, les vacances c'est toujours un peu artificiel, c'est-à-dire que on n'est pas dans la maison, on n'est pas dans le quotidien, on est ailleurs et forcément, ça se passe un peu mieux. Là, on se retrouve donc à la maison dans un train-train quotidien. Et donc, il va falloir réinventer quelque chose. Et puis, il va falloir réinventer quelque chose, c'est-à-dire il va falloir pouvoir se raconter aussi quelque chose. C'est-à-dire, voilà, il faut que chacun puisse avoir quelque chose à dire, au fond. Sinon, très vite, ça va être, on allume la télé, on regarde la télé ensemble, et puis on ne se parle pas. On entend beaucoup de femmes se plaindre de ça, hein. Ils ne parlent pas, ou alors il s'enferme dans son atelier, ou il va au jardin, et puis voilà, et puis on ne se parle plus. Bon. Donc ça, ça peut, ça peut être vraiment un écueil pour le couple vieillissant, tout comme peut être aussi un écueil le fait de se réapproprier la géographie de la maison. C'est-à-dire qu'on peut avoir, alors, soit on a une grande maison, on a chacun sa pièce, etc., mais ce qui peut encore éloigner encore plus, ou alors on a un petit appartement et on a l'impression de se marcher sur les pieds l'un de l'autre. Donc, c'est vrai que dans cette période finalement de réaménagement qu'est la retraite, il va falloir retrouver des marques géographiques et puis des marques psychiques au fond. Alors,
il y a des couples qui sont plutôt fusionnels, qui vont avoir à se trouver finalement des activités ensemble. Mais c'est-à-dire que, bah, ils vont aller ensemble, je sais pas, faire une activité de danse, ou, voilà, une danse de salon, ou faire du sport, ou visiter des expos, que sais-je, voyager, bon. Et puis, il y a aussi des couples qui vont, finalement, bah, reproduire en quelque sorte ce qui se passait au travail, mais avec des activités bénévoles, donc ou des activités, de loisirs. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, madame va aller, faire du jogging pendant que monsieur, va faire du jardinage, ou comme votre grand-oncle, il y en a un qui va se mettre au piano et l'autre qui va partir en moto. Voilà, et en fait, c'est-à-dire que chacun va trouver un moment d'épanouissement pour lui-même, et ce qui fait que quand les 2 vont se retrouver ensemble, ils vont de nouveau avoir des choses à se dire. Parce que, ben, monsieur va raconter ce qu'il a vu pendant sa balade en moto, ou va amener des amis, avec qui il a partagé ça. Madame, va pouvoir inviter monsieur à une audition de piano, et cetera. Donc voilà, il y a une nouvelle vie qui va pouvoir recommencer avec des intérêts communs ou des intérêts individuels, mais qu'on va mettre en commun. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager, et c'est vrai que ces moments de partage sont importants. Autre, chose qui pourrait, en fait, menacer, en fait, le couple, c'est la question du parent vieillissant. C'est vrai qu'on a vu, hein, l'arrivée d'un enfant bouleverse le couple, parce qu'on est obligé de faire passer un moment l'enfant avant soi, avant son couple, et on est mobilisé en fait autour de l'enfant, et finalement on n'est plus là seulement l'un pour l'autre, mais on est là aussi chacun pour le troisième, l'enfant qui arrive. Ben, finalement, pardon, lorsque l'un des membres du couple doit s'occuper d'un parent vieillissant, c'est un peu ce qui se rejoue, toute proportion gardée bien sûr, mais il y a cette question d'être face à une activité chronophage, énergivore, et qui mobilise, voilà, affectivement, psychiquement, et puis en termes de temps aussi. C'est-à-dire que la position d'aidant, ça rend évidemment moins disponible à la relation de couple. Ça rend moins disponible à l'autre. Et puis, ça, ça rend moins disponible en termes de temps, hein, je viens de le dire, mais même en termes de disposition psychique. C'est-à-dire que ben, on est quand même, c'est quelque chose qui est très très impactant sur le plan affectif, et cetera. Donc ça peut amener à être un peu plus inquiet, évidemment, heu, un peu plus déprimé, et cetera, et donc moins disponible pour l'autre. Alors évidemment que c'est vraiment un moment qui est difficile à passer pour les couples. C'est vraiment une épreuve qui demande finalement à être attentif à la détresse de l'autre, de son compagnon ou de la compagne qui est en train de traverser ça. Et ça demande aussi de trouver sa bonne place, parce que finalement, c'est un peu comme, ben, pour en revenir à cette comparaison en fait avec les jeunes couples qui viennent d'accueillir un enfant. C'est vrai que, comme le dit Winnicott, le psychanalyste anglais, ben, la mère, elle est tout pour l'enfant. Mais pour que la mère soit disponible pour l'enfant, il faut que derrière, en soutien, il y ait le père. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on a besoin d'être aidé dans sa position d'aidant. Et c'est vrai que dans un couple âgé, lorsqu'il y en a un qui s'occupe d'un parent dépendant, c'est l'autre est en renfort en quelque sorte. Il est, il est derrière, et c'est celui qui va aider, qui va pouvoir proposer de prendre le relais, qui va organiser des pauses, voire qui va même obliger à prendre des pauses. C'est lui qui va tirer les sonnettes d'alarme en disant: «Mais attention là, là je trouve que tu es en train de
flirter avec le burn-out. Donc, c'est le moment de prendre une pause. On va s'organiser, t'inquiète pas, etc. Mais c'est aussi celui qui va devoir, par moment, mettre en sourdine ses propres attentes. Parce que c'est vrai que si on est en train de s'occuper d'un parent âgé et qu'à côté, son conjoint ou sa conjointe dit « Ah, mais tu t'occupes plus de moi, etc. J'en ai assez, je n'existe plus pour toi », c'est vrai que ça ajoute en fait de la charge mentale à celui qui est déjà dans cette position d'aidant. Donc voilà, sans compter que, on l'a souvent dit, hein, la génération des 60-70 ans, c'est la génération pivot, c'est-à-dire que c'est celle qui s'occupe des parents et c'est celle aussi qui s'occupe des petits-enfants. Donc, il y a cette question d'être toujours, enfin, d'être toujours, si on veut bien, mais ce n'est pas forcément une obligation, justement. En fait, on est toujours en train de s'occuper d'un autre et plus de s'occuper de soi et de son couple. Et donc, ça va être important de pouvoir trouver des moments justement pour cultiver la relation, même si c'est pas forcément de partir 15 jours aux Bahamas, hein, c'est pas forcément ça. Mais ça peut être juste, on se dit, allez, maintenant on va souffler, on va faire une promenade tous les deux en amoureux. Alors, bon voilà, on va aller marcher dans les bois ou alors on va faire un resto, un cinéma, que sais-je. Mais se dire que c'est une façon aussi de montrer à l'autre qu'on ne l'a pas oublié en fait, qu'on n'a pas oublié que son couple aussi c'était important. Et ça allège et ça met de l'huile dans les relations de couple. Et puis, la crise aussi que peut traverser un couple âgé, c'est évidemment la maladie de l'un ou de l'autre. Et c'est vrai que devenir aidant de son conjoint ou de sa conjointe malade, c'est souvent, enfin parfois, mais souvent, la dernière épreuve que traverse un couple. Et là aussi, ça dépend ce qu'on en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai en tête, un couple qui s'entendait pas trop, enfin qui se disputait beaucoup. Et c'est vrai que quand l'un des deux a été malade, l'autre s'est mis complètement à son écoute. Et alors qu'ils étaient mariés depuis 35 ans et que finalement il y avait des disputes permanentes, etc. Eh bien, le moment de la maladie a été un moment finalement de retrouvailles pour le couple. Et bon, la personne, l'un des deux est décédé, mais est décédé avec quelque chose de très, dans une ambiance très paisible par rapport à ce qu'il avait pu vivre avant. Donc, c'est vrai que cette dernière crise qui est la maladie du conjoint, ça peut être, comme toutes les crises, des moments aussi où finalement on va sortir plus fort. On va sortir renforcé et finalement avec un lien qui s'est réinterrogé et qui s'est renforcé dans ce moment-là. Alors juste, je voulais dire quelque chose aussi par rapport à la maladie du conjoint. C'est vrai que parfois, et finalement, je vais dire trop souvent, mais bon, c'est on se croit obligé d'être l'aidant pour tout pour son conjoint. Or, finalement, c'est pas anodin de s'occuper des soins corporels pour l'autre. C'est-à-dire que au moment de la maladie, si on devient en fait l'aidant principal et si on se met à faire des toilettes, par exemple, eh bien, il y a quelque chose qui va complètement bouleverser la relation. C'est-à-dire que le corps qui était le corps érotisé de l'autre devient un corps malade et ça va complètement, ça risque de bouleverser en fait la relation. Donc, c'est peut-être mieux dans ce cas-là de pouvoir déléguer un certain nombre de soins à des professionnels. D'abord parce que eux savent faire ça, c'est-à-dire que les professionnels ont les bons gestes, ils savent manipuler sans se faire mal, etc. Donc voilà, c'est une chose. Mais en plus,
le fait de déléguer à des professionnels ses soins, ses soins intimes, ses soins corporels, ça permet aussi de préserver l'intimité de l'autre, de préserver l'intimité, de préserver son image de lui-même et donc de conserver quelque chose d'intact dans la relation. Donc c'est vrai que là aussi, on peut se dire, ah, mais quand même, elle exagère, c'est le rôle des conjoints d'aider l'autre jusqu'au bout et dans n'importe quelle circonstance. Oui, mais en même temps, là, c'est pas forcément une bonne chose pour le couple que d'aider à cet endroit-là de la relation. C'est-à-dire que là, ben, c'est peut-être effectivement mieux de laisser les professionnels faire de façon à se retrouver, à préserver quelque chose du lien. Voilà. Alors ben maintenant, on a fait un petit peu le tour et on va voir que finalement, en résumé, hein, qu'est-ce que c'est que le secret des couples qui durent? Eh bien, on pourrait dire que finalement, les facteurs qui favorisent la résilience des couples sont en gros, hein, on va dire, on va résumer, donc c'est vraiment un résumé, hein, c'est schématique, mais quand même, c'est d'ailleurs d'abord la bonne communication. J'en ai souvent parlé hein, dans cette présentation, c'est-à-dire que ça signifie savoir parler de ce qu'on ressent, c'est-à-dire être au clair avec ce qu'on ressent soi-même et pouvoir le communiquer à l'autre, lui donner les clés pour nous comprendre. Et c'est aussi écouter l'autre. C'est-à-dire on s'écoute soi, on parle de ce qu'on ressent, mais on est aussi en capacité de recevoir ce que l'autre ressent et ce qu'il est en capacité de dire. Et c'est donc parler ensemble, en fait. Ensuite, la tolérance. C'est-à-dire que bah, c'est déjà bien de pouvoir parler, mais si on n'accepte pas ce que l'autre a à nous dire, eh bien, finalement, la parole, elle va arrêter de circuler à un moment. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où l'autre dira: «Bah, c'est pas la peine que je lui parle puisque de toute façon, il ou elle n'entend rien, ne veut rien entendre, ne veut pas entendre mon désir ou ne veut pas entendre ce que j'ai à lui dire». Donc c'est vrai que l'ouverture et la tolérance sont évidemment, vont avec une bonne communication. Et puis la patience, c'est-à-dire qu'on n'est pas chacun au même rythme. Et c'est vrai que c'est d'autant plus vrai quand on vieillit. Parce qu'en vieillissant, on a aussi des douleurs, donc on peut être un petit peu ralenti, on peut avoir, des difficultés un peu à s'exprimer, enfin voilà, on vieillit pas forcément au même rythme. Et c'est vrai que, ben, finalement, être attentif au rythme de l'autre, pouvoir, l'écouter, être ouvert à cette différence, ça permet aussi de rester en lien. Et puis, bien sûr, c'est savoir aussi se projeter ensemble. Ça signifie s'entendre sur une conception de la vie, une au moins alors peut-être pas sur tous les points, mais au moins sur des points essentiels. C'est-à-dire que c'est difficile de de continuer à vivre ensemble quand on est radicalement différents et quand on n'a aucun point commun, par exemple. Donc c'est vrai que identifier ce qui nous lie, ce qu'on a en commun et le faire prospérer dans le couple, c'est-à-dire s'appuyer sur ces points communs et se projeter grâce à eux dans l'avenir, ben, c'est ça aussi qui fait qu'on a envie que le couple dure et on a envie de durer avec l'autre. Et puis bien sûr, la confiance, parce que, savoir c'est ce que je disais tout à l'heure, savoir que l'on peut s'appuyer sur l'autre, savoir qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut compter sur lui et qu'il peut compter sur nous, c'est, évidemment la base de l'amour. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis, bah, maintenant ouvrez vos micros et si vous avez des questions à poser, si vous avez des témoignages, s'il y a des choses qui vous ont choqué dans ce que je vous ai dit, bah, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Je vous mets le lien dans la barre de conversation. Voilà, hop, c'est important pour nous, pour, faire un retour à nos financeurs.
Et puis vous avez un petit champ libre qui vous permet de mettre des réactions ou des commentaires sur la présentation, ou si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez que nous abordions. Je vous mets également pardon, les projets de Gwendoline Cotrez. Donc vous avez la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous nos replays. Vous pouvez également vous inscrire en allant Pardon. sur movadom.eventbrite.com. Et puis, vous pouvez télécharger le livre audio sur le déménagement des seniors et les podcasts sur le site movadom.com. La prochaine visioconférence, c'est demain à 14h30. C'est une petite séance de sophrologie qu'on peut faire en couple. Et encore merci Isabelle, et merci à la conférence des financeurs du département de l'Essonne. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com.